Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième vidéo de la série PixInsight pour débutants, en complément à la présentation que j'ai faite à l'ACAIC 2023. Alors finalement, on est rendu à la section qui porte sur le traitement de l'image et j'ai décidé de séparer cette section-là en deux vidéos. Une première vidéo qui va nous montrer comment on peut traiter ou qu'est-ce qu'on peut faire avec l'image qu'on dit linéaire. Puis dans un deuxième temps, il va être question de l'image non linéaire. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Alors dans la section ici, en haut, on parle de traitement de l'image linéaire. Alors on va probablement devoir cropper un peu l'image, c'est-à-dire la réduire pour ne garder que ce qui est vraiment essentiel. On va réduire le gradient de pollution lumineuse. On va essayer de neutraliser le fond de ciel pour s'assurer d'avoir un fond de ciel neutre, sans biais de couleur, quoi que ce soit. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle aussi la calibration des couleurs ou le white reference avec deux méthodes, puis on verra laquelle des deux qui est la plus intéressante. Une fois que ça va être fait, on pourra éventuellement sauver le projet et ensuite le rappeler pour passer à la méthode suivante où on va stretcher l'image. On va voir comment on fait ça, puis on va appliquer certains algorithmes pour aller augmenter la couleur, le contraste, le détail. On va réduire le bruit aussi pour essayer d'obtenir l'essentiel de cette image-là. Alors, ceci étant dit, on va passer à PixInsight. Ici. Et là, PixInsight se présente de la même façon que exactement comme on a quitté le logiciel là, à la fin de la deuxième vidéo sur le pré-traitement. Alors, l'image que vous avez ici, c'est le résultat du script WBPP. Alors, le script est ici, on a la correction cosmétique, on a aussi certains éléments supplémentaires qu'on a utilisés là, pour analyser puis examiner l'image. Une chose que je ne vous ai pas dite, par exemple, c'est que toute l'information qui est ici sous forme de template, sous forme d'image, sous forme de process, on peut sauver l'ensemble dans ce qu'on appelle un projet. Alors, si par exemple, je vais dans File et que je clique ici sur Save Project, bon, je vais faire une mise à jour ici. On peut-tu faire bon, de toute façon, ici, il faut définir l'endroit où on veut sauver le projet. Alors, on avait déjà défini, alors je peux dire ici, bon, je vais choisir l'ordinateur, le computer. Alors, bon, moi, ce qui m'intéresse, je travaille dans le disque externe PixInsight document. Alors, on va dans Formation. Alors, ça, c'est ma configuration à moi. ACAIC 2023, pays débutant. Et on avait défini ici WBPP ACAIC. Puis on avait regardé les différents dossiers qui ont été ouverts lorsque PixInsight, dont le script WBPP, a fait le travail. Alors ici, après ça, on va donner un nom au projet. Alors par défaut, normalement c'est Untitled. Alors ici, par exemple, je pourrais écrire justement WBPP. Je l'ai probablement fait avant. Et là, on clique sur Save. Alors ici, on va aller donc dans ACAIC 2023, pays débutant, WBPP ACAIC, WBPP pays project. On touche à rien d'autre et on coche ou on clique sur OK. Alors, le process console devrait s'ouvrir. Puis il va nous indiquer ce qu'il fait. Alors voilà, ça a été rapide parce qu'on a seulement une image. Alors, vous voyez ici, Writing Project, blablabla, tout ça c'est parfait. Tout est là, ça a pris 6 secondes. Et est-ce qu'on est sûr que le projet est là? Bien, on va aller voir ici, dans Pays débutant, WBPP ACAIC, on a le projet. Alors, par exemple, si je décidais de fermer PixInsight, OK, on l'a fermé, donc en principe, on n'a plus rien.
Alors, si j'ouvre à nouveau PixInsight, on devrait avoir simplement un environnement qui est propre, complètement libre, avec absolument rien à l'intérieur. Voilà. Et là, si je voulais revoir le projet, donc je vais encore dans File, et là, je vais dans Load Project. Alors, je m'assure que je suis à la bonne place. Achaïc 2023, pays débutant WBPP Achaïc, oui. Mon projet est ici. Je clique et Open. Donc, normalement, tout devrait réapparaître exactement comme avant. L'information est ici, par exemple, si j'ouvre Cosmetic Correction, on a les paramètres qu'on avait choisis, tout est là. On pourrait faire la même chose aussi pour WBPP, là, aucun problème, tout est beau. Et mon image est ici, encore une fois, tout est là. Alors, c'est à partir de cette image-là qu'on va commencer le traitement. Bon, je peux enlever ici, par exemple, ces deux icônes, ces deux templates-là, j'en ai pas besoin. On peut garder ceux-là ici. Et je vais commencer par renommer mon image ici, en mettant la souris sur le signet, qui est très long, ici. Bouton de droite, Identifier, et on va tout simplement l'appeler M33 underscore RGB. Voilà. Alors, vous voyez, le nom a changé ici. Deuxième étape, comme on l'a vu dans le PowerPoint, on va cropper. Alors, j'ai un process qui permet de réaliser cette opération. Alors, je clique Process, All Processes, et c'est Dynamic Crop. Il y a un crop ici. Bon, il faudrait que je fouille pour voir quel est qu'est-ce que ça fait finalement, crop, mais je sais par expérience que c'est Dynamic Crop. On clique ici et le process apparaît. Alors, une fois que le process est apparu ici, que cette fenêtre-là est apparue, tout ce que j'ai à faire, c'est de ramener ma souris dans l'image, enfoncer le bouton de gauche et puis définir une fenêtre qui va définir éventuellement ma nouvelle image. Alors, éventuellement, tout ce qui est à l'extérieur de cette fenêtre-là, on va l'enlever et on va garder seulement ce qui est à l'intérieur. Bon, évidemment, ici, si je viens... Alors, là, je peux déplacer ma fenêtre comme je veux quand j'enfonce le bouton de gauche. Si je viens placer le carré avec le plus sur un des côtés, il y a un petit point blanc qui apparaît, là, comme ça ressemble à ce moment-là à une batterie, à une pile. Là, j'enfonce le bouton, je peux déplacer cet élément-là comme je veux. On pourrait venir se placer ici aussi, l'augmenter comme ça, on a le choix. Bon, là, ce que je vais faire, pour que ce soit le plus simple, là, j'ai ici la hauteur, la largeur et la hauteur de mon échantillon. Je vais mettre 2000. C'est un beau chiffre. Ça va donner quelque chose d'un petit peu plus grand, mais pas énorme. Pas 20 000 par exemple, 2000 c'est suffisant. Et voilà. Ok, donc je pourrais venir le placer maintenant peut-être un petit peu plus centré sur le centre de M33. Et là, quand je suis content, il n'y a pas d'autre chose à faire. Là. Tout est beau, il n'y a pas de rotation. Le centre est doté ici. Bon, le centre par rapport probablement à l'ancienne photo. Je viens sur le crochet vert, Execute. Et le tour est joué. En principe, ça ne devrait pas être très long. Avec un ordinateur de 10 ans, c'est un peu plus long. Qui se met à chauffer en plus. Et voilà, c'est réglé. Alors, je vais fermer le Dynamic Crop ici. On n'en parle pas. Avec la souris ou la roulette plutôt, je peux augmenter un peu. Je vais en bas ici avec Fit View. Et voilà, c'est mon image. Alors, si je zoome, je vois que mes étoiles sont toutes là, toutes belles. Bon, évidemment, les plus petites étoiles sont plutôt carrées parce que j'ai à peu près 3.8 arcs secondes par pixel. J'ai aussi les zones H2. D'accord. Donc, à peu près tout est là. Maintenant, l'étape suivante. On se rappelle là que si j'utilise le Screen Transfer Function et que je fais l'auto-stretch en ayant... Bon, alors là, ce que j'ai fait ici, j'ai fait l'auto-stretch en ayant désolidarisé les canaux, rouge, vert et bleu, de telle sorte que
j'obtiens une image qui est, mettons, réaliste. Ok, c'est ce que j'ai ici. Si je solidarise maintenant, si je lock ensemble les canaux, le stretch va être le même pour les 3 canaux. Là, j'obtiens quelque chose qui est en vert. On se rappelle de ça. Si j'enlève la solidarise, cette affaire-là, et j'obtiens ici mon résultat. Bon. Pourquoi c'est vert? Quand on enfonce le bouton de gauche, on se rend compte que les valeurs varient. Alors, le rouge est autour de 63 avec quelques zéros devant. Le vert est à 179 et le bleu à 137. Donc, l'étape suivante, on va enlever le gradient de luminosité. On se rend compte que c'est un peu plus sombre du côté droit, un peu plus lumineux du côté gauche. Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est des nuages qui sont passés? Est-ce qu'il y avait de la pollution lumineuse? Bon, plein de choses là. Alors, l'étape suivante, donc, on enlève le gradient. Là aussi, on a un process qu'on appelle Dynamic Background Extraction, ici. Alors, ma fenêtre vient d'apparaître. Je l'active en venant cliquer dans l'image. Bon, il y a quelques paramètres maintenant qu'on doit fixer. Alors, le but ici, ça va être de venir placer des échantillons. Okay, par exemple, j'en place un ici, là, qui est tout petit, là, le petit point vert, là, qui va nous permettre de définir la valeur du fond de ciel. On va en mettre un peu partout, de telle sorte qu'on puisse modéliser le fond de ciel. Puis par la suite, on va retirer ce modèle de fond de ciel de notre image et on devrait obtenir un fond de ciel qui est uniforme. Alors là, je vais enlever cet échantillon-là. J'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, les échantillons, il faut qu'ils respectent une certaine tolérance. Ensuite, en fait, il faut que mon algorithme, là, il faut que la tolérance que je vais fixer ici là, permette à l'algorithme de pouvoir utiliser tous les échantillons. On se rappelle que, bon, évidemment, si on faisait un calcul ici, si on analysait, si on regardait la valeur de l'intensité un peu partout dans le fond de ciel, on se rendrait compte que les valeurs sont... En fait, il y a des extrêmes, il y a des valeurs plus importantes et des valeurs moins importantes. On calcule une moyenne. D'accord? Cette moyenne-là a une certaine dispersion. La cloche a une certaine largeur qui est définie par sigma. Alors là, il va falloir qu'on s'assure que les extrêmes, les plus sombres et les plus brillants, sont situés à l'intérieur d'un certain nombre de sigma. S'ils sont à l'extérieur de ce domaine-là qu'on va se définir, ils ne seront pas utilisables. Alors, si par exemple ici, ça c'est ma tolérance. Alors si au lieu d'utiliser 0.5, là ça voudrait dire que les échantillons qui vont être utilisables doivent être situés à l'intérieur de 0.5 sigma autour de la moyenne de valeur du fond de ciel. C'est pas beaucoup. Okay? C'est assez restrictif. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici 3 sigma. Okay? Je peux cliquer à côté, ça donne, on met les zéros. Alors là, je suis certain. Alors, d'après ce que je vois ici, là, les extrêmes n'ont pas l'air d'être aussi extrêmes que ça. Donc 3 sigma, ça devrait être amplement suffisant. On va le voir tantôt. De toute façon, si j'ajoute un échantillon, un sample, et puis qu'il se trouve à l'extérieur de 3 sigma, ben à ce moment-là, il va être rouge. Je ne pourrai pas l'utiliser. On fera les ajustements à ce moment-là au besoin. Ensuite, le smoothing factor. On s'attend à ce que la variation, le gradient varie de façon douce d'un point de l'image à l'autre, okay, à travers l'image. Alors pour ça, je peux laisser 0.25, mais traditionnellement aussi, on pourrait mettre ici 0.6. Ça m'assure d'une transition encore plus douce. Ensuite, alors, tout ça c'est réglé. L'étape suivante, sample generation, donc la création, la génération des échantillons. Alors ici, on peut préciser 2 facteurs. Donc, je peux décider de la dimension de mes échantillons. Le chiffre qui est ici, là, par exemple 9, ça me dit que ma boîte, c'est un échantillon carré, va avoir un rayon de 9, c'est-à-dire un côté de 18 pixels. Et puis ensuite, le 10 qui est ici me dit que l'algorithme va générer 10 échantillons dans une rangée.
Puis éventuellement, le nombre de rangées va dépendre aussi de la dimension de ma photo. Bon, 9, c'est pas beaucoup. Bon, il y a eu une époque où on s'arrangeait pour que les échantillons ne contiennent aucune étoile, mais on s'est ravisé par la suite, puis je vais vous le montrer. L'algorithme est capable d'identifier les étoiles puis de les enlever du calcul du fond de ciel. Alors là, ce que je vais faire ici, je vais mettre un échantillon beaucoup plus grand. Je vais mettre 75. Puis j'ai pas besoin d'en mettre une tonne d'échantillons, là. 10, c'est beaucoup trop. Je vais en mettre 4, ça va être amplement suffisant. Alors je fais un resize ici pour passer de 9 à 75 et generate. Mes échantillons sont tous là. Bon, évidemment, il y en a plusieurs qui sont collés sur le bord, mais c'est pas grave, j'ai croppé. Donc je suis certain que tous les pixels sont utilisables. Alors, le premier, là, c'est celui qui est en vert, qui est en haut à gauche. Regardez, la fenêtre qui est là, vous montre le contenu de cet échantillon. Évidemment, tous les petits points qui m'intéressent, ce sont du fond de ciel. Il y a des étoiles qui sont en noir. Quand ils sont noirs, ces points-là, ça veut dire qu'ils ne seront pas utilisés dans le calcul ou l'évaluation du fond de ciel. Alors, qu'il y ait des étoiles ou pas, c'est pas grave, l'algorithme en tient compte. OK. Ensuite, on va s'assurer que les échantillons contiennent des éléments du fond de ciel uniquement, pas d'éléments de la galaxie. D'accord? Alors, si je veux déplacer, par exemple, un échantillon, je viens cliquer ici, je me rends compte que ma souris ici, c'est une croix, mais lorsqu'on entre dans l'échantillon, ça devient un triangle. À ce moment-là, je peux enfoncer mon bouton de gauche, puis le déplacer. Je vais l'éloigner de la galaxie pour être certain qu'on n'a pas d'éléments de la galaxie. Alors ici aussi, là, j'ai pas le choix, il faut vraiment le déplacer, l'éloigner. J'éloigne celui-là aussi, j'éloigne ici aussi. On peut éloigner un petit peu ici. Celui-là, je dois l'éloigner absolument. Je vais le mettre là. Et à chaque fois qu'on clique sur un échantillon, regardez ici le poids, là, le W. Tant et aussi longtemps que c'est au-dessus de 0.9, là, on est content. Donc ici, c'est 0.939, 923, 929. Ici, c'est à peu près 938. Bon, par exemple, ici, on n'a pas de grosses étoiles. Ici, par exemple, il y a des grosses étoiles. Peut-être que je peux le tasser un petit peu. Est-ce qu'il y en a beaucoup de grosses étoiles? Peut-être pas ici. Là, peut-être que je peux le tasser encore un petit peu comme ça. Bon. Mais c'est pas catastrophique, là. Et donc, lui, on va le tasser encore un peu parce qu'il y a de la nébulosité ici de la galaxie. Une fois que ça c'est fait, la dernière étape, le Target Image Correction. Quelle correction on veut appliquer? Bon, il faut en appliquer une correction. Alors, une fois que le fond de ciel a été modélisé, que le gradient a été modélisé, est-ce qu'on le soustrait ou si on le divise? Normalement, si c'est une pollution lumineuse créée par la Lune ou par la lumière extérieure ou des nuages qui passent un petit peu en haute altitude, on soustrait parce que ces éléments-là vont ajouter de la luminosité ou la modifier. Si par exemple on avait un problème de flat puis qu'il restait par exemple un vignettage, ben on diviserait. Mais à 99% des cas, ici là, au Québec, là, c'est une soustraction. C'est fait. Le reste, on touche à rien. On ne va pas cocher les cases suivantes. Et on va appliquer cet algorithme-là, ce process sur l'image. Comment on l'applique? Je viens placer ma souris sur le New Instance, le triangle bleu. J'enfonce la souris, le bouton de gauche. Là, j'ai un plus. On va voir tantôt qu'on pourrait, si on lâche ici, là, je vais créer un template. C'est pour ça que je veux appliquer. Alors le plus devient un crochet. Et voilà, c'est fait. Excellent. Alors là, j'ai mes deux images. Bon, là, je vais sauver mon process tout de suite. Donc, je reviens placer ma souris sur le New Instance. Et là, quand je vois le plus, je relâche. Je vais fermer le process. On me demande si je veux vraiment le quitter. Oui. Et là, je vais nommer le template. Parce que si je laisse seulement process 1, 2, 3, 4, là, bon, j'ai beau avoir une bonne mémoire, mais il y a une limite, là. Alors, donc, bouton de droite,
Set Icon Identifier. Et là, je vais l'appeler DBE sur RGB. Et voilà. Le nom est apparu. Et là, je viens, bouton de gauche, je déplace. Alors ici, je vais activer cet objet-là. Bon, normalement, ici, là, on peut ouvrir le Screen Transfer Function et puis faire l'auto-stretch ici, comme ça. OK. Mais je vais vous montrer une autre façon tantôt. Alors, ça, c'est réglé. Alors maintenant, mon image, c'est M33 RGB DBE. À quoi ressemble le fond de ciel maintenant? Bon, là, au lieu de réouvrir Screen Transfer Function, j'ai activé l'image. Elle est en bleu, hein? Parce que ici, si je fais ça comme ça, mettons que j'active celle-ci, ben celle-là est grise, elle n'est pas active. Alors ici, je fais CTRL-A. Et là, j'ai mon background qui a été modélisé et que j'ai enlevé à mon image. OK, alors les valeurs qui sont là ici. Là. Alors, je vais garder cet objet-là, donc je vais réduire l'image, Iconize, puis je vais la déplacer, puis je vais la garder en réserve en dessous ici. Alors là, j'ai mes deux images, l'image originale, M33, RGB, puis l'image corrigée, M33 DBE. Puis là, je regarde, par exemple, là, maintenant, le fond de ciel, c'est, avec 3 zéros, c'est 15, 16, 15. Du côté droit, 15, 14, 15. Ici en bas, 14, 14, 14. Ici, par exemple, près de ces étoiles-là, ici, 15, 14, 14. Si je me place ici, sur l'image originale, 61, 176, 137. On a fait un bon travail, là. On a vraiment neutralisé le fond de ciel. Alors, cette image-ci, je vais faire Iconize, je la réduis. OK. Puis, l'image sur laquelle maintenant on va travailler, c'est RGB DBE. Bon, je pense qu'on n'a pas vraiment à travailler de façon ou à faire quelque chose de plus pour neutraliser le fond de ciel, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on devait le faire. Alors pour ça, il va falloir qu'on se définisse un échantillon du fond de ciel, ce qu'on appelle un preview. Alors je vais zoomer ici un peu. On va se déplacer un petit peu plus loin de la galaxie, puis on va scroller pour voir si on ne pourrait pas définir une région de fond de ciel. Ah, ici, j'ai quelque chose qui est intéressant. Alors là, je vais aller dans le toolbar, en haut. Puis en dessous, entre Workspace et Windows, juste en dessous, ici, là, il y a un carré comme en 3 dimensions. Si vous mettez votre souris, vous allez voir apparaître une bulle. View Preview Mode. Vous cliquez là-dessus. Puis là, quand vous allez déplacer votre souris dans l'image, vous voyez que la souris change de forme. Et puis là, on va venir définir un carré ou une zone qui ne contient que du fond de ciel. On s'assure qu'il n'y a pas d'étoiles. Ça a de l'allure, ça, ici. Bon, je pourrais la déplacer si je voulais. On pourrait peut-être même la monter ici un peu. OK, on peut jouer avec un peu si on veut. Parfait. Une fois que ça c'est réglé, je viens cliquer sur maintenant la cible qui est en dessous de Script pour me revenir en ce qu'on appelle le Readout Mode. Et puis là, si on dézoome, on se retrouve avec mon preview qui est là. Puis là, vous voyez que il y a un nouvel élément ici qui est apparu là. Preview 01. Je peux cliquer dessus pour l'activer. Je peux grossir. Je me rends compte que, bien évidemment, il y a de la couleur. C'est normal. Je peux revenir à mon image originale. Puis là, je vais ouvrir un autre process pour aller chercher l'information concernant le preview. Alors, ce process-là s'appelle statistique. Donc, ici, statistique. Évidemment, il n'y a pas de view selected, il n'y a pas d'image sélectionnée, mais là, je peux y aller. Et je vais sélectionner le preview 01 de RGB DBE. Et là, vous avez les valeurs 0.0001494, 1503, 1548. Bon, il y aurait peut-être moyen de réduire la différence entre les trois valeurs qui sont là. Alors, je vais réduire ici le statistique. Je pourrais peut-être le laisser là. Alors, on va le réduire et on le remettra après. Alors, je vais le mettre ici. Puis le blink, j'en ai pas besoin. Je vais m'en débarrasser, faire un peu de place. Et là, je vais aller chercher le process qui va me permettre de neutraliser mon fond de ciel. Puis vous pourrez deviner que ça va ressembler à Background Neutralization. Voilà qui est fait. Alors, tout ce qu'il
il faut dire à l'algorithme ici, au process, quelle est la référence, quelle est l'image de référence. C'est le preview 1 de cette image-là. Alors, si je viens cliquer ici sur le petit icône, une espèce de dossier, là, vous voyez apparaître Select the Background Reference Image. Vous allez avoir la liste des images disponibles. Vous choisissez celle-ci. Vous cliquez OK. Puis là, en principe, on peut appliquer le process sur l'image. On n'a pas à modifier les valeurs qui sont là. Ces valeurs-là me disent que toutes les valeurs d'intensité comprises entre 0 et 0.1 vont être utilisées pour neutraliser le fond de ciel, faire les calculs nécessaires. Et on se rappelle là, que l'intensité des points, la moyenne si on veut, puis les extrêmes, là, le minimum c'est 0.00086, puis le maximum c'est 0.00022, 24, puis 2,5. Donc on est amplement en bas de 0.1, il n'y a aucun problème. Alors on applique, donc on vient placer la souris sur le New Instance, on enfonce le bouton de gauche, ça devient un petit plus, mais on doit continuer pour le transformer le plus en crochet, et le tour est joué. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On regarde le process console, oui, il y a eu un background neutralization. Évidemment, regardez les chiffres ici, là. C'est 10 exposant à moins 4, puis les valeurs sont très très faibles, ou très semblables. Ce qui est normal, parce qu'on avait déjà quelque chose qui était relativement proche de la neutralisation. Je vais sauver mon process. Alors, je vois le petit plus apparaître, je relâche, je ferme la fenêtre, bouton de droite, Set Icon Identifier, puis là, moi, je vais l'appeler BKG, NEUTR. On a essayé d'avoir quelque chose de concis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur RGB, DBE. Et voilà. Donc, je peux venir placer cet objet-là ici. Ça va, ça? Puis on peut refaire à la limite ici un auto-stretch, mais il n'y aura pas de changement appréciable parce que le fond de ciel était déjà relativement neutre. Alors, ça, c'est une chose de régler aussi. Bon. On avance, on avance. L'étape suivante va être de calibrer les couleurs. Ok, on a l'impression que c'est relativement vert ici, donc peut-être que les couleurs ne sont pas très. En fait, on n'a pas calibré les couleurs. Bon, le fait qu'on ait 2 pixels verts pour un rouge et un bleu, ça crée un problème, c'est un grand mot, là, mais ça se règle facilement. Bon, comment on calibre les couleurs? Bon, il y a deux méthodes. Il y a une méthode, mettons, traditionnelle qu'on a utilisée pendant longtemps avec PixInsight, basée sur l'image elle-même. En fait, les deux méthodes sont basées sur l'image. Bon, mettons la première. La première est basée sur le principe que dans mon image, il y a des objets de différentes couleurs. Il y a des étoiles de différentes couleurs, des étoiles rouges, des étoiles bleues, des étoiles jaunes. Puis vous savez en optique que si on combine un paquet de couleurs ensemble, on obtient quelle couleur? On obtient du blanc. Alors l'idée c'est de dire à l'algorithme qu'on va utiliser, au process, utilise par exemple les étoiles, puis fait en sorte de calculer les facteurs qui vont faire en sorte que les étoiles vont avoir les bonnes couleurs. Bon. Il y a autre chose aussi qu'on peut utiliser ici. Ici, on a une belle galaxie. Si on avait une nébuleuse, on n'aurait pas le choix que d'utiliser les couleurs. Mais si j'ai une galaxie qui contient des milliards d'étoiles, puis vous savez qu'il y a des étoiles jeunes qui sont plutôt bleues, il y a des étoiles vieilles qui sont plutôt jaunes, il y a des étoiles encore plus vieilles qui sont rouges, il y a des amas d'étoiles, il y a des nébuleuses qui sont plutôt rougeâtres. Alors la combinaison de toutes ces couleurs-là devrait donner aussi blanc. Donc ma galaxie spirale vue de face, ça pourrait être une belle référence pour éventuellement calibrer les couleurs. Ça serait une belle référence de blanc. Alors ça, c'est la première méthode qui est basée sur le process suivant qu'on appelle Color Calibration. On va ici. Voilà. Bon, ça c'est ma première méthode. Alors, cette méthode-là va avoir besoin de deux références. Une référence de fond de ciel, Background Reference, c'est le Preview 1. Puis il va avoir besoin d'une autre référence. Bon, par défaut,
on suggère d'utiliser des étoiles, mais je peux décocher ici, puis je peux utiliser comme référence, comme deuxième référence, la galaxie. Vous devinez qu'on va créer un preview autour de la galaxie. Ça, c'est ma première méthode. Ça donne d'habitude d'excellents résultats. Alors, je vais juste réduire ici pour vous parler de la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle, est basée sur le fait que les étoiles qu'on a ici là, ont des couleurs, on le sait. Et ces étoiles-là, plusieurs de ces étoiles-là ont été étudiées et on en connaît les caractéristiques spectrophotométriques. Donc des caractéristiques, des propriétés colorimétriques. Alors, pour utiliser la deuxième méthode, on va avoir deux étapes. On va commencer par faire ce qu'on appelle un plate solve pour identifier la région du ciel qu'on a photographiée et identifier évidemment les étoiles. Puis dans un deuxième temps, on va utiliser le process qu'on va aller chercher tout de suite, qu'on appelle spectrophotométrique color calibration, ici. Et là, ce qu'il lui va faire, c'est qu'il va, à partir de l'identification des étoiles, il va fouiller dans ses bases de données, il va regarder les caractéristiques spectrophotométriques des étoiles qui sont identifiées, et puis il va faire les corrections appropriées pour donner à ces étoiles-là les bonnes couleurs, celles auxquelles on s'attend, celles qui sont données là, dans la base de données. Puis évidemment, ça va donner les bonnes couleurs aussi à la galaxie. Ça va? Puis évidemment, il va me falloir un fond de ciel ici, ce qu'on a déjà, le Preview 01. Alors, je vais réduire celui-là aussi. Bon. OK. Alors évidemment, si j'applique deux process différents, bien, il faut que je le fasse sur deux images différentes. Ou en fait, sur des copies de l'image que j'ai déjà. Alors, une autre étape intéressante, comment on fait des copies? Bon, il y a deux méthodes. Il y a une méthode que je considère un petit peu complexe. Là. En fait, il faut aller dans le menu ici, Images. D'accord. Puis, vous allez descendre, puis vous allez voir, ici, là, justement, Duplicate. Copier. Alors, si je clique là-dessus, je vais avoir un clone de mon image originale. Pourquoi pas? Mais il y a une façon beaucoup plus simple que ça aussi de faire le tout en bougeant, en fait, en utilisant ici la souris. Alors, vous venez placer votre souris sur le signet qui est là, le signet de l'image originale, M33 et GRBDBE. Vous enfoncez le bouton de gauche, puis vous draguez le signet, vous le tassez un petit peu, puis vous relâchez. J'ai aussi une copie. C'est bien? D'accord. Maintenant, alors, on va nommer les copies. Alors, le premier clone ici, je vais l'appeler, bouton de droite, comme d'habitude, vous vous rappelez, bouton de droite ici, Identifier. Là, on va enlever clone, puis je vais écrire Color Calibration. Alors, ce process-là va s'appliquer ici. L'autre image, clone 1, je vais la nommer Identifier. On va la nommer, on va enlever clone 1 et on va écrire SPCC. Spectrophotometric Color Calibration. OK. Jusque-là, ça va. Parfait. Ce que je vais faire, attendez, on va tasser ça un petit peu, on va mettre ça ici, puis l'autre, je vais le mettre là. Bon. Dans les deux cas, je vais avoir besoin du Preview 1 qui est là. C'est sûr que je pourrais essayer de le construire manuellement, mais je ne suis pas certain que je vais être exactement à la même place, que je vais avoir les mêmes dimensions. Mais je peux copier le preview qui est là dans les autres images. Comment je fais ça? Premièrement, je viens cliquer avec le bouton de gauche, je vais l'activer le preview. Puis ensuite, j'enfonce le bouton de gauche encore, en ayant mis la souris sur le signet. Puis là, je le déplace. Alors, je viens le placer en dessous du signet qui correspond au nom de l'image. Il y a un petit plus qui apparaît. Voici, là, je ne peux pas. Si je le lâche là, ça va faire une copie. Quand le plus apparaît, je le lâche. Et vous remarquerez, le preview est apparu. Ça va? Alors là, je ramène mes images. Clique comme ça. Puis après ça, je fais la même chose pour l'autre. Donc, j'enfonce le bouton de gauche, je drague.
Hop, le petit plus est apparu juste en dessous du signet du nom de l'image. Je relâche. Et là, le preview est là aussi. Alors là, je réactive mon image de base. Je vais les réduire les trois. D'accord? Parce qu'on va juste les placer, mettre un petit peu d'ordre. Ça, je le mets là. Je les sélectionne tous les trois en enfonçant le bouton de gauche encore. Là, je viens placer ma souris sur un des trois. Bouton de droite. Arrange Selected Icons. OK. Align Left. Donc, à ce moment-là, mes images, on les regroupe là, pour pas que j'en ai partout à gauche et à droite. Alors, première étape, ceci. Color Calibration, Color Cal. Je viens d'ouvrir mon image. Je me rappelle que j'ai besoin de deux références. Une pour le fond de ciel. Donc, à la limite, je pourrais tout de suite y aller avec ça ici. Donc, c'est Color Cal Preview 1. On est d'accord? Il faut choisir évidemment la bonne image, là, puis le bon preview. On coche OK, puis c'est fait. Comme tantôt, ici, on a les valeurs extrêmes minimales et maximales. On ne touche à rien. Le Region of Interest, on aurait pu aussi mettre le Preview 1 là-dedans, mais ça ne change rien. Là. Il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, le White Reference, il me faut une référence aussi, puis je vous ai dit qu'on allait utiliser la galaxie. Donc ici, je vais dans le Toolbar, sur la boîte qui correspond au New Preview Mode. Clic. Puis là, je vais sélectionner la galaxie. Bon, c'est pas grave, même s'il y a du fond de ciel autour. Là. On essaie de sélectionner le plus possible. Et maintenant, ça, c'est mon Preview 2. Toujours dans RGB DBE Color Cal. Alors, je reviens dans ma fenêtre ici du Color Calibration. Je viens sélectionner l'image. Là, j'ai le choix des images. Celle qui m'intéresse, c'est Preview 2. OK. Et c'est réglé. J'avais désélectionné. Si c'est encore coché, le Structure Detection, vous décochez ça. Il n'y a rien de coché ici. Là. OK, il y aurait une façon aussi manuelle d'avoir des paramètres RGB avec Excalibrator, par exemple, des logiciels différents de PixInsight où je m'en sers jamais. Alors, ça c'est fait. On applique. On enfonce le bouton de gauche sur le New Instance. On drague. Le petit plus devient un crochet. Et on relâche. Et là, si vous allez dans le Process Console, il y a eu Color Calibration. Ça a pris 84,5 millisecondes. Puis remarquez ici, là, je vais mettre ça comme ça. Regardez la couleur. C'est passé du vert au comme bleu, mettons. Là. On commence à avoir du bleu. Là. C'est une belle image, ça, de la galaxie. Puis à la limite, on pourrait, ici, revenir dans Screen Transfer Function, solidariser les canaux, refaire l'auto-stretch. Puis vous voyez, ça a changé. Là vraiment, on a les bonnes couleurs. Ou presque. Je vais réduire ça ici. Le Color Calibration, je vais sauver le process. Je vais fermer Color Calibration. Je vais renommer le process 03. Et là, je vais l'appeler Color Cal RGB DBE. Et voilà, c'est fait. Ici, ça c'est réglé aussi. Bon, on pourrait enlever le process 2, là, j'en ai pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Alors je vais mettre ma souris sur le signet 2, bouton de droite. Alors il y a un menu qui apparaît, il y a plein d'options, dont Delete. On l'enlève. Et là, si je fais Iconize, il va venir se replacer à sa position que j'avais choisie tantôt. Maintenant, SPCC. J'ouvre l'image, double-clic. Alors, on se rappelle deux étapes. Première étape, Plate Solve. Bon, ça, évidemment, c'est pas évident, là. Donc, où est-ce que ça se trouve, ça? Il faut aller dans les scripts. Image Analysis. Il y a un nouveau menu qui apparaît. Et celui qui m'intéresse, c'est Image Solver. Parfait. OK. Bon. En fait, il faut dire à l'algorithme
il faut lui donner pour commencer les coordonnées de l'objet qui est le plus important là, dans mon image. N'est-ce pas? Alors donc, pour ça, ou vous connaissez par cœur les coordonnées ascension droite déclinaison de M33. Si c'est le cas, je vous félicite. Sinon, ben, on va utiliser Search. Et on va écrire ici M33. Majuscule ou minuscule, c'est pas grave. Et on clique sur Search. Là, j'ai le choix, Triangulum Galaxy, où il y a deux noms possibles. Vous choisissez celui que vous voulez. Bon, je peux prendre M33 et je coche OK. Bon, ensuite, il connaissait il a probablement vu dans le FitSadder la date ici. Il a vu la longitude, la latitude aussi du lieu où j'ai fait l'acquisition. Il a reconnu aussi que j'avais ici la dimension des pixels, 4,63 micromètres. Si c'est pas ça que vous avez, peut-être que ce qui va apparaître c'est 9 ou 5 ou 6. Vous écrivez la bonne dimension de vos pixels. D'accord? Et éventuellement, la bonne longueur focale. Bon, ici c'est 248,63. Ça peut être n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut donner, c'est la bonne longueur focale. Mettons 250. Bon, le reste, normalement, ce qu'il va faire probablement, c'est qu'il va aller fouiller sur Internet là, pour aller chercher la base de données qui va lui permettre d'identifier, de faire le plate solve. Disons-le comme ça. Alors, quand tout est là, on clique OK. Il va aller lire. Bon, dans mon cas, ma base de données est déjà sur un disque dur. Je vous donnerai la référence éventuellement pour paramétriser cette partie-là des choses. Là. Et avec une référence en un vidéo, ça va vous aider. Alors là, il cherche. Il va avoir quelques itérations. Ça peut lui prendre une dizaine d'itérations. Il faut dire ici aussi que mes étoiles, compte tenu que j'ai un échantillonnage de 3.8, il y a beaucoup d'étoiles qui sont plutôt carrées, qui sont peut-être mal définies, donc ça va lui prendre un petit peu plus de temps. Mais inquiétez-vous pas, il va trouver la solution. Bon. Alors, il faut être patient. On est déjà rendu à 11 itérations, mais on peut aller jusqu'à 50. Alors, ça continue, ça se passe bien. Et voilà. Aussitôt que vous voyez apparaître ces chiffres-là, ça correspond à la translation, à la différence de position entre ma référence et l'image que moi j'ai accumulée. Là, il va faire d'autres calculs ensuite là, pour évaluer le PSF, c'est-à-dire le Point Spread Function, la largeur à mi-hauteur de mes étoiles, pour les caractériser correctement, pour être capable de bien les localiser dans mon image. Là. Puis vous allez voir la différence ensuite quand on va vouloir examiner l'intensité, quand on va mettre en fait, j'attends, je vous en reparle tantôt. Alors on est rendu à la deuxième itération. Là, il va faire autant d'itérations nécessaires jusqu'à ce que ce qu'il appelle le score ici, là, ne varie plus. Ou tende vers converge vers une valeur relativement stable. Alors là aussi, il faut être patient. Alors la valeur varie entre 34,93 et 34,60. Alors donc, il y a une espèce d'oscillation entre deux valeurs possibles. Lorsque cette différence-là va diminuer ou va demeurer stable, il va arrêter les itérations. Il va se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'est plus nécessaire de calculer. Même si on calcule plus longtemps, il n'y aura pas de changement au résultat final. Alors, après 6 ou 7 itérations, normalement, on devrait arriver à un résultat acceptable. Les 7.
Et voilà, on a atteint le maximum d'itération. Il n'y a pas vraiment de gain là, à continuer. Alors, le calcul se termine dans quelques secondes. Et là, on va avoir complété la première étape là, de la calibration de couleur avec SPCC. Voilà, c'est fait. Donc, si maintenant j'enfonce ma souris ici, j'ai encore les valeurs d'intensité de RGB, 15, 16, 17, 18, mais j'ai aussi alpha et delta, l'ascension droite et la déclinaison des différents pixels de mon image. Donc, si je plaçais ma souris sur une étoile ici, ben, je pourrais éventuellement l'identifier en fonction de ses coordonnées. Évidemment, la galaxie ici, je pourrais l'identifier aussi en fonction de ses coordonnées. Alors, ça, c'est intéressant. Maintenant, l'étape suivante, on va ouvrir le process SPCC. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, là. Ce qu'il faut choisir ici, c'est, bon, le white reference, on ne change pas ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup de possibilités, là, mais vous gardez, par défaut, ça fonctionne très bien. La courbe de Quantum Efficiency, vous la gardez telle quelle aussi, à moins que vous la connaissiez pour votre caméra, mais ça, c'est moins évident. La valeur par défaut ici est très bonne. Ce qu'il faut faire, par exemple, ici, éventuellement, c'est de choisir les filtres rouge, vert et bleu. Bon, moi, j'ai une caméra couleur 294 des ZWO, et ce sont des filtres Sony Color Sensor qui sont utilisés. Mais si vous cliquez ici, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de filtres possibles. Là. Il y en a pour les Nikon, si votre caméra c'est une Nikon. Si votre caméra c'est une Canon. Puis si vous avez peut-être aussi une caméra monochrome avec des filtres Astrodon ou astronomiques ou Bad Air, il va falloir que vous choisissez les bons filtres. Dans ce cas-ci, moi, c'est déjà fait. Même chose pour le vert, même chose pour le rouge et le bleu, pour les trois filtres. On va lui demander de générer un graphique pour voir si les points, les caractéristiques spectrales des étoiles se situent sur des droites ou une tendance droite. On applique la correction de la calibration des couleurs, évidemment, c'est ce qu'on veut faire. Après ça, ce qui va rester à faire, c'est Background Neutralization. Donc, on va devoir insérer ici les informations sur le Preview 1. Donc, je viens cocher ici Preview 1. Quoi que j'ai-tu nécessaire? Oui, je pense que oui. Comme ça ici. On coche. From Preview. Puis là, il y a trois images qui ont un Preview 1. Laquelle on choisit? SPCC. Et non pas ColorCal et non pas DBE. Donc, on choisit ça ici. OK. Et là, vous avez les coordonnées de votre Preview. C'est réglé. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer le process. On enfonce le bouton de gauche sur le New Instance. Le petit plus devient un petit crochet. Puis on y va. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps à calculer. Là. Ça devrait pas tarder. Voilà, il va chercher ses références, sa base de données, avec toutes les caractéristiques spectrophotométriques des étoiles qui ont été identifiées dans ma photo. Puis éventuellement, alors il me dit qu'il y a 4678 étoiles qui ont été trouvées. Et voilà, le résultat va bientôt apparaître. Neutralisation du fond de ciel aussi. Et ça donne ceci. Bon. Alors, on va tasser les choses un peu pour voir. Je mets ça ici. Lui, je vais le tasser là. Mon image est ici, avec la calibration des couleurs. Et là, j'ai un graphique ici qui donne, en fait, il y a deux graphiques entre le rapport du rouge au vert, le rapport du rouge au vert, en tout cas, probablement le catalogue, puis ce qu'on a dans l'image, et vice-versa. Bon, on s'attendrait à ce que ce soit davantage sur la ligne qui est ici, mais il y a quand même une tendance dans la direction de la ligne ici. Là aussi, il y a une tendance dans la direction de la ligne, ce qui est tout à fait acceptable. Alors, là, j'active mon image. Les canaux sont solidaires. Je fais l'auto-stretch et voilà, le résultat apparaît. Bon, je vais sauver cette information-là.
Alors, en haut à droite, ici, il y a point d'interrogation. Puis, il y a une espèce de... Ça ressemble à PDF, là. Alors, je clique là-dessus. On s'en va dans débutant. D'accord? J'avais déjà créé un répertoire qui s'appelle Processing archaïque. Puis, j'avais déjà sauvé dans une expérience précédente, là, cet objet-là ici. Alors, on clique dessus, ou sinon on l'écrit à la main, d'accord? Puis là, on l'enregistre. Il me dit qu'il y en a déjà un, je lui dis oui, tu peux écrire par-dessus, tout le monde va être content. Après ça, je peux le réduire ici, je peux le mettre par-dessus le background. On va aussi sauver le process. On enfonce le bouton, je le sors, on le ferme, bouton de droite, Set Icon Identifier, puis je vais l'appeler SPCC underscore RGB underscore DBE. Et voilà. On met ça ici, en dessous des autres. Puis là, je vais comparer les deux. Ce que j'ai obtenu, la calibration des couleurs avec SPCC, puis la calibration des couleurs avec ColorCal. Bon, on va le faire d'une façon un petit peu plus systématique. Là, on va utiliser les statistiques. D'accord? Grosso modo. Alors, si je regarde ici ColorCal, les valeurs que j'obtiens, comme la valeur moyenne là, de mes intensités en rouge, en vert et en bleu, 25-13, 24-15, 24-15, donc un petit peu plus de rouge, mais c'est quand même relatif. Bon, on peut s'attendre à n'importe quoi, là, c'est pas vraiment grave. J'ai même des valeurs ici à 0.9, 0.5. Dans le rouge, c'est un petit peu plus saturé. Tandis que SPCC, 25, 13, 23, 23. Donc, il y a un petit peu moins de vert et de bleu. Puis le rouge est à peu près semblable. Si on revient ici, là, 24, 13. Ici, il y avait plus de vert et de bleu. Il y en a moins dans le SPCC. Bon, traditionnellement, c'est SPCC qui est la méthode la plus, disons, comment dire, la plus exacte, mettons, parce qu'on travaille avec une base de données spectrophotométrique, mais on se rend compte que la méthode traditionnelle, là, basée sur la balance de blanc ici, là, la référence de blanc avec la galaxie, c'est super beau aussi. Là. Alors, si on zoome un petit peu ici, puis qu'on veut comparer la galaxie, les deux galaxies, ben là, une chose qu'on n'a pas faite encore, par exemple, ok, là, j'ai zoomé, mais est-ce que si je bouge la... Vous voyez, si je bouge ici la roulette, là, le zoom n'est pas le même, nécessairement. Alors, je peux avoir le même zoom sur deux images en faisant quoi? Alors, tantôt, on s'est dit que si on plaçait la souris sur le signet, qu'on enfonçait le bouton de gauche, qu'on draguait un tout petit peu, on produisait une copie. Mais si je drague jusque sur l'autre signet, donc il y a une espèce de petit temps qui apparaît là. Vous lâchez, vous avez le même zoom. C'est intéressant. Donc, à l'œil, là, on ne voit pas vraiment de grosses différences. Je pense que c'est difficile de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. D'accord? Alors, ce que je vous suggère, bon, soit on en choisit une, puis qu'on travaille avec, ou sinon, j'en profite pour vous montrer un autre outil qui va nous permettre de combiner les deux, de faire une moyenne. Okay? Des fois, il y a une image qui donne un petit peu plus d'informations quant à la couleur des étoiles, d'autres qui donnent un peu plus d'informations sur d'autres aspects. On veut avoir le meilleur des deux mondes, on les combine, on fait une moyenne. On va faire la même chose ici, je vais vous montrer un process qui permet de combiner des images qu'on appelle pixel math, un P. Voilà. Alors c'est avec l'Expression Editor ici qu'on va travailler. Bon, pour l'instant, on a coché Use a single RGB expression. C'est ce qu'on va faire. On fait une opération mathématique sur toute l'image ou sur tout le contenu complet des deux images. Mais si vous décochez Use, ben là, vous voyez apparaître le rouge, le vert et le bleu, ce qui nous permet de travailler séparément sur chaque couche. Là, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut travailler sur l'image complète. OK, donc le G, le B, puis le R qui serait là, le G et le B ne sont pas actifs. D'accord? Ça, c'est une première affaire. Donc, mettons qu'on écrit tout de suite l'expression. Alors, je clique ici.
L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir écrire mon expression, puis au lieu d'écrire au long le nom des images, ici c'est relativement long ça, en double-cliquant, je peux les intégrer dans ma fonction mathématique. Alors le plus simple, quand on fait une moyenne, c'est quoi? On fait la somme divisée par 2. Mais si je veux diviser par 2 la somme, il faut que je mette ça entre parenthèses. Donc, parenthèse ouverte. Donc, je prends le DBE ColorCal, double-clic, OK, plus le SPCC. Je ferme la parenthèse, je divise par 2, slash 2, ou je multiplie par 0.5, c'est la même chose. Alors, si je coche parse, c'est une vérification de la syntaxe. Est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe? Est-ce qu'on aurait oublié une parenthèse, par exemple, ou on ne sait pas quoi. Il va nous donner de l'information. Alors, parse nous dit que tout est beau. On coche OK. Puis là, on est prêt à appliquer le process. La seule chose maintenant, c'est dans la destination, on a le choix entre remplacer une des deux images ou en créer une autre, une nouvelle. Bon, j'aimerais créer une nouvelle image. On peut lui donner le nouveau nom si on veut ici. On sait maintenant que la nouvelle image va avoir les mêmes caractéristiques, même largeur, même hauteur, même... bon, c'est une image couleur, donc ça ne change pas, que l'ancienne. C'est beau? Alors, je peux fermer cette zone-là ici. On n'a pas besoin de normaliser quoi que ce soit, là. Tout est beau. En faisant une moyenne, on va pas... C'est pas comme si on faisait simplement la somme des deux, là. À ce moment-là, on risquerait de saturer, mais c'est pas le cas. Alors, je ferme ça ici. Là, je pourrais appliquer... Bon, là, j'ai le choix. Je pourrais l'appliquer là-dessus. Ou sinon, traditionnellement, là, quand on utilise Pixelmath, on utilise le carré plein, qui est Apply. Mais il faut à ce moment-là avoir une image qui est ouverte. Mettons que je l'ai réduit les deux, là, puis que je coche ici, là, vous allez avoir un message. Il faut qu'il y ait une des images, une de ces deux images-là qui soit active. Donc, une des deux. Ça peut être celle-là ici, par exemple. Et là, je coche. Puis mon image va apparaître. L'image est noire. Est-ce que c'est normal? Ben oui, parce que l'image est toujours linéaire. Alors ici, CTRL A. Voilà la moyenne des deux. Bon, on l'a appelé image 07. C'est pas un problème, ça. Alors, premièrement, on va la nommer. Identify. Alors, je pourrais l'appeler mean. Bon, c'est le terme anglais pour moyenne. RGB. OK. ColorCal. Si j'écris CC, ça c'est plus rapide. Et SPCC. Voilà. Puis ensuite, si je veux utiliser, si j'ai besoin du preview qui est là, je l'active. Et ensuite, j'enfonce le bouton de gauche et je le drague jusqu'en dessous du signet de la nouvelle image. Le petit plus apparaît et le preview est arrivé. Alors là, je peux fermer ceci. Puis à la limite, je pourrais réduire celui-là aussi. Puis le mettre en dessous. Alors, cette image-là, ici, là, elle est prête à être stretchée. Parce que si on se rappelle, je regarde l'histogramme. Ben, l'histogramme de cette image-là, ici, par défaut, okay, on pourrait l'enlever ici. Probablement que par défaut, vous allez avoir ça ici. Alors, ou je la choisis de cette façon-là, ou avec le crochet, là, je vais... L'histogramme va s'appliquer sur l'image qui est active. Track View. Et voilà. Vous voyez là que l'histogramme est apparu, mais complètement tassé sur le côté noir, obscur. C'est normal aussi, parce que regardez l'intensité, 0.0001817, là, c'est pas beaucoup. Bon, la dernière étape à faire maintenant, c'est est-ce qu'on veut sauver ce projet-là? Peut-être que vous allez prendre une pause, puis que vous allez revenir dans une journée ou deux. Alors, pour sauver le projet, puis après ça, quand on va le réouvrir, retrouver exactement toute l'information qu'on a ici, on vient cliquer sur File, Save Project, et là, il va falloir qu'on choisisse le bon répertoire. Alors, on va remonter ici un petit peu, là.
Alors ici, j'ai Processing archaïque. Je vais cliquer. Bon, j'ai déjà quelque chose qui s'appelle projet 1. On va l'écrire autrement. Ici, WBPP, je ne veux pas ça, là. Donc, à ce moment-là, ce que je peux écrire, c'est projet 1, underscore, mettons, archaïque. OK. Alors, on fait un save. Et là, OK. Il faut y aller en étapes. On pourrait ici écrire, bon, vous pourriez écrire votre nom. Après ça, écrire la liste des opérations que vous avez faites. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, je clique OK. Là, ça va prendre quelques minutes, là, le temps que mon disque dur se réveille. Non, c'est bon. Alors là, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut écrire. Bon, ça va. Le projet a une taille de 525 MB. Ça correspond à peu près à 30% de. Bon, j'ai encore 30% de disponibilité d'espace sur mon disque. Il y a 6 images qui vont être sauvées. On les voit être sauvées une après l'autre. Ça va bien. Éventuellement, on va, et voilà. Bon, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a sauvé aussi les icônes ici, là, qui sont du côté droit. Bon, une chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut sauver tout ce qu'on a fait. Ok, mettons que je le colle ici, là. Toutes les opérations qu'on a faites là, depuis le début, là, elles sont toutes ici. D'accord, l'astrométrique, ou même au début, bon, quand on a ouvert, après ça, on a fait le background reference, etc., etc. Là, tout ça, on pourrait peut-être vouloir le garder pour éventuellement l'examiner si jamais on trouve une erreur ou un problème quelque part. Alors, vous mettez votre souris dans le process console. Bon, je pourrais peut-être le décocher ici. La souris est là. Bouton de droite. Là, vous avez le choix. Clear ou Select. Select All. D'accord. Puis là, vous savez, en Windows, là, CTRL-C, ça permet de sauver. De copier, plutôt. Copier. Là, je vais aller maintenant dans mon répertoire. Ici en bas. Je vais aller dans WBPP. Non, PC. Processing archaïque. OK. Puis là, je vais créer. Alors, en bouton de droite, là, vous avez toute une série, un nouveau menu, mais ici, un menu nouveau. Là, je vais dans Nouveau, puis là, je vais créer document texte. Nouveau document texte. Puis là, je vais l'appeler comme le projet archaïque que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc, projet 1 archaïque. D'accord. Enter. Là, je vais l'ouvrir. Donc, je double-clique dessus. Évidemment, il n'y a rien. Alors, dans le bouton de droite encore, avec la souris dans l'espace. Là. Et là, j'ai collé. Là, je viens coller le contenu complet du process console. Là, je clique sur Fermer. Mais avant de fermer, il va vous demander si je veux l'enregistrer. Ben oui. Alors, je l'enregistre. Puis, je me rends compte que j'ai 36 cas d'informations. Alors, je réduis ici. Puis, qu'est-ce qu'il resterait à faire après ça? Ben, je pense qu'on a presque terminé. La seule chose que je vais vous montrer, par exemple, c'est que l'information, toutes les opérations qu'on a faites, ça va-tu paraître ici? Peut-être. Ici, là, si je viens placer ma souris sur le signet, j'enfonce le bouton de droite. Il y a un menu, on avait Identifier, Duplicate, mais on a aussi Load History Explorer. Si je fais ça ici, là, ce qu'il me dit, c'est que j'ai fait une opération Pixel Mat, OK, qui est quoi? Qui est la moyenne. Je pourrais la... OK, elle est là, là. Elle est apparue. Puis après ça, je l'ai renommée. En d'autres termes, là, sur les différentes images, par exemple, j'en prends une autre image. Mettons que je prends... Voilà, j'ai des copies, là, bon. Mettons SPCC ici. Ça va être plus intéressant après. Si je fais la même chose ici, vous voyez ici, on a identifié l'objet, l'image. Regardez bien si je remonte ici. Même ici, là. Bon, ici, on avait Clone 1. On a identifié l'image. On l'a appelé SPCC. On a appliqué le script. Puis après ça, on a continué ici. Bon, il n'a pas l'air de vouloir y aller, là. Youhou!
Donc, c'est un petit peu plus compliqué que je pensais. J'aurais peut-être pas dû aller là, mais c'est pas grave. Voilà, là, c'est fait aussi. Alors, on retrouve l'image exactement dans l'état qu'elle était à la fin. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant. Puis dans la deuxième partie, ben là, on va prendre cette image linéaire-là, celle-là ici, la moyenne, puis on va la stretcher, puis on va essayer d'aller chercher le maximum d'informations de cette image-là. Alors voilà, donc on se revoit un peu plus tard. À bientôt!